Alors bonjour à tous déjà, merci d'être venus ici. Comme vous pouvez le voir à notre titre, à la référence assez peu subtile, on va vous parler de fédération d'identité. Moi je m'appelle Sébastien, je travaille chez OVH Cloud dans l'équipe IAM, donc IAM, comme vous avez pu le voir à la keynote ce matin. Donc tout ce qui tourne principalement autour de l'authentification, et notamment l'authentification fédérée. Et je travaille avec Nicolas. Bonjour, Nicolas, je travaille avec Sébastien en tant que développeur au sein de l'équipe IAM et on travaille, comme il dit, sur les questions d'identité et d'autorisation. Ok, alors parlons de fédération d'identité. Alors quand on parle de fédération d'identité, déjà, on va commencer par parler d'identité. Qu'est-ce qu'une identité au sens numérique du terme, j'entends? Une identité, c'est tout simplement le lien entre une entité physique, c'est-à-dire vous, l'entreprise, et sa représentation virtuelle. Cette identité, vous allez vous en servir pour pouvoir utiliser vos applications du quotidien. Et pour ça, vous allez devoir prouver qu'elle vous appartient. Donc vous allez généralement rentrer un login ou un mot de passe. Et ça, c'est ce qu'on appelle généralement l'authentification. Alors l'authentification, qu'est-ce que c'est? L'authentification classique, là c'est vous. Là, c'est les applications que vous utilisez. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vos applications en entreprise. Ça peut être vos applications du quotidien. On va les appeler appli 1, 2 et 3. Vous, ce que vous allez faire, c'est que déjà, quand vous ne connaissez pas encore cette appli-là, vous allez créer un compte dessus. Donc vous allez créer un compte. Quand vous allez créer un compte, vous allez créer une identité et vous allez donc vous authentifier dessus, donc par un login en mot de passe. Voilà. Ce qu'on essaie de représenter ici par le fait que les cartes d'identité aient des couleurs différentes, c'est le fait que malgré le fait que vous soyez vous-même la même personne à avoir créé 3 identités, ça reste 3 identités différentes puisque vous avez créé une identité propre à chaque application. Ça, c'est dû au fait que chaque application est responsable de son propre système d'authentification et donc de ses propres identités. Alors ça, c'est bien, ça marche depuis toujours. Il y a quelques bémols. C'est déjà, vous, en tant qu'utilisateur, vous avez, comme je viens de le dire, vous allez devoir créer plusieurs comptes. Donc ça, c'est fastidieux, vous devez repasser par l'étape de création de compte à chaque fois. Vous devez ouvrir, authentifier. Vous avez donc un login et un mot de passe par application. Je suis sûr que vous êtes comme moi, vous adorez retenir 40 mots de passe. Maintenant, partons du principe que toutes les applications sont gérées au sein d'une même entreprise. Derrière, il y a quelqu'un qui va devoir gérer ces applis et qui va devoir donc gérer leur système d'authentification qui leur est propre. Donc là, on aura une identité par utilisateur par application. Et partons du principe qu'un des collaborateurs quitte l'entreprise, eh bien, il va falloir s'assurer que cet utilisateur ait bien perdu l'accès au sein de toutes les applications. Donc voilà, ça peut poser problème aussi. Si on parle aussi de la surface d'attaque, eh bien là, comme je viens de le dire, toutes les applications sont responsables de leur propre identité et donc de leur propre système d'authentification qui va avec. Plus on a des systèmes d'authentification qui sont hétérogènes au sein d'un même système, plus celui-ci est instable. Donc en parlant de sécurité, si vous voulez par exemple ajouter des features de sécurité, des fonctionnalités de sécurité comme la double authentification ou une notification par SMS, vous allez devoir les implémenter au sein de chacun des systèmes d'authentification de chacune des applications. Et là, encore une fois, je vous laisse imaginer les problèmes que ça peut avoir à grande échelle. Alors, tous ces problèmes-là ont tous un point commun, et ça, je l'ai répété plusieurs fois, ça vient du fait que chaque application est responsable de ses propres identités et de leur système d'authentification. Donc, pour répondre à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer un système qu'on appellerait un fournisseur d'identité, ou un identity provider en anglais. Ce système-là, en fait, centraliserait toutes les identités pour permettre à l'utilisateur de s'authentifier. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Ce qui va se passer, en théorie, c'est que l'utilisateur va s'authentifier au sein de l'identity provider uniquement, et c'est cet identity provider qui va redescendre les identités au sein des applications. Donc là, en fait, les cartes ont la même couleur, hein, c'est-à-dire que là, c'est la même identité qui a été redescendue. L'utilisateur ne s'est authentifié qu'une seule fois, et toutes les identités sont redescendues au sein des applications. Donc là, tous les points qu'on a pu voir avant sont bien améliorés, puisque l'utilisateur, c'est plus simple pour lui, c'est plus simple pour l'administrateur qui va tout gérer. On est sur une attaque qui est considérablement réduite. Et si on veut implémenter des features de sécurité, on aura à le faire qu'à un seul endroit, au niveau de l'identity provider. Alors là, ce qui est important de remarquer ici, c'est le fait que les applications ne sont plus responsables de leur système d'identité. En fait, elles ont délégué leur système d'identité et elles ont même délégué leur identité de manière générale. Ce fait de déléguer une identité, c'est ça qu'on va appeler la fédération d'identité. Fédération, c'est la délégation.
Petit point vocabulaire assez rapide, mais qui va être important pour la suite. Là, j'ai dit que le fournisseur d'identité, on appelle ça un identity provider. Dans le monde de la fédération, on va vouloir appeler les applications des service providers, puisqu'elles fournissent les services. Donc, retenez bien ce point. Un service provider, ça fournit un service, c'est l'application qui va déléguer ces identités à l'identity provider. Ouais, alors, des exemples qu'on a tous vus dans la vraie vie de fédération. L'Active Directory dans l'entreprise. On va avoir des applications sur lesquelles on va aller se connecter. Ça peut être, on voit Exchange, ça peut être des fois dans la tech nos repos Git, notre code, où on va se connecter avec l'Active Directory. Et de l'autre côté, on va avoir Google, France Connect, des choses qui vont être web. Et donc, on va voir qu'il y a une vraie différence entre ces fédérations côté entreprise et côté web. Et on va reprendre un peu le temps d'expliquer, de revoir tout ça. Là, on a le flow de login classique sur une application. L'utilisateur se connecte, tape son user password, il arrive sur l'application. C'est le classique, le plus simple. Fédération en cas d'entreprise. Souvent, on parle de SSO pour le single sign-on. Quand on clique sur le bouton, on est bien sur la page de l'application. Mais une fois qu'on a cliqué, on va quitter l'application pour arriver sur le fournisseur d'identité d'entreprise, où là, on va se loguer et ensuite, on accède à l'application. Donc, on voit bien au sein du navigateur qu'on a cette séparation. On arrive sur le fournisseur d'identité. Et pareil, d'un point de vue web, quand on va se connecter, cliquer sur le bouton Connect with Google ou Connect with GitHub, on arrive sur le site en question, on se connecte et on revient sur l'application. Sébastien va vous expliquer plus en détail la partie entreprise. Alors, comment ça marche la fédération? Alors, il y a plusieurs façons de faire la fédération, il y a plusieurs protocoles pour faire ça. Moi, je veux pas le protocole SAML, ou SAML en français, qui signifie Secure Assertion Markup Language. C'est un protocole qui va permettre de faire la fédération. Alors, généralement, c'est très généralement utilisé en entreprise. Il faut savoir que c'est la première norme qui a été mise au point pour faire la fédération. On fera un petit point historique après. Et c'est celle qui est majoritairement utilisée en entreprise, donc pour faire du SSO. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites votre SSO en entreprise? Là, vous connaissez maintenant l'identity provider, vous connaissez le service provider. Le service provider, ça va être l'application à laquelle vous voulez accéder. Donc ça peut être vos outils RH, ça peut être votre calendrier, ce que vous voulez. Tout commence par vous, l'utilisateur, qui va se connecter à partir de son navigateur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander la ressource à un service provider. Et bien là, le service provider ne va pas demander un login mot de passe, puisque je vous rappelle qu'on n'est plus en authentification classique, on est en authentification fédérée. Ce que va faire le service provider en SAML, c'est qu'il va générer une requête SAML et il va l'envoyer à l'identity provider par le biais du navigateur. Cette requête SAML va être acceptée et comprise par l'identity provider qui va lui servir à permettre à l'utilisateur de faire une authentification par l'identity provider. Donc ça, c'est l'étape de login mot de passe avec la fameuse page bleue Active Directory qu'on retrouve très souvent en entreprise. C'est notre page de login SSO littéralement, comme on a pu le voir en screenshot juste avant. Si l'authentification est réussie, l'identity provider va générer une assertion. L'assertion va être renvoyée au service provider par le biais du navigateur, encore une fois. Le principe de cette assertion, c'est qu'elle va être tout d'abord vérifiée par le service provider qui va la valider et va ensuite récupérer les informations intéressantes qui sont contenues dedans. Les informations qu'il y a dedans, c'est tout simplement l'identité de l'utilisateur. Quand je vous ai montré tout à l'heure sur le schéma les identités qui redescendaient de l'identity provider jusqu'au service provider, dans le cas de SAML, c'est maintenant que ça se passe. Le service provider a validé l'assertion, il a récupéré les données qu'il y a dedans, il dispose maintenant de l'identité de l'utilisateur. Il va donc pouvoir générer un contexte de sécurité et l'envoyer au navigateur, généralement une session, qui va permettre au navigateur de redemander les ressources. On a un contexte, on est authentifié, le service provider renvoie la ressource. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe en SAML. Alors, il y a quelque chose qui doit vous frapper quand vous regardez ce schéma. Le navigateur est systématiquement au milieu. En fait, SAML, c'est un protocole dans lequel tout passe systématiquement par le navigateur. Il y a quelque chose dans ce cas qui peut vous surprendre. Depuis le début, je vous explique que le service provider et l'identity provider communiquent entre eux.
alors qu'ils ne communiquent jamais directement. Comment ils font pour se connaître en fait? Et surtout, comment ils font pour se faire confiance? Pour ça, il va falloir faire une prise de connaissance et surtout établir la confiance. Et ça, c'est ce qu'on appelle le trust. Alors le trust, c'est très simple. On aura ce qu'on appelle des métadonnées en SAML. D'un côté comme de l'autre, ils auront chacun des données à partager. Donc l'identity provider, tout comme les service providers, auront ce qu'on appelle un issuer. C'est leur petit nom. Ils auront chacun une porte d'entrée qu'on appelle la sign-in URL dans le cas de l'identity provider ou l'ACS dans le cas du service provider. Pas la peine de retenir les acronymes. Retenez juste que dans le cas de l'identity provider, c'est un point d'accès pour recevoir les requêtes. Dans le cas du service provider, c'est un point d'accès pour recevoir les réponses. Et ils auront chacun aussi besoin du certificat de l'autre. Ça, c'est pour pouvoir faire de la vérification de signature, pour établir la confiance. Alors, ces métadonnées-là, SAML propose un moyen de les partager plus facilement. Ça s'appelle les fichiers métadonnées. Ces fichiers-là sont généralement accessibles par des points d'accès. Ça, c'est des exemples que nous avons en production au sein de VH Cloud. Et c'est grâce à ces fichiers, et c'est surtout grâce à cet échange que chacun va pouvoir faire confiance à l'autre. Le trust est pratiqué. Une fois le trust effectué, vous allez pouvoir dérouler tout le flow qu'on a montré juste avant, tout le flow d'authentification, et ainsi procéder à une authentification par SSO, comme vous le faites en entreprise. Et c'est comme ça que ça se passe en SAML. Alors, comme je vous l'ai dit, SAML n'est pas la seule méthode qui existe pour faire la fédération d'identité. Mais avant de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il en existe d'autres, je vous propose de faire un petit point historique. Merci Sébastien. Alors, on voit que SAML, c'est un peu dur à dire, c'est un peu vieux, ça date déjà de 2005. Je vous laisse faire les calculs. Depuis, on a fait d'autres choses. Première chose, en 2012, on a fait ce qu'on appelle OAuth2. OAuth2, on n'est pas sur de l'identité, on est sur de la délégation aussi, mais pas d'identité. En OAuth2, on délègue des droits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de Facebook, quand vous aviez un nouveau compte Facebook qui vous proposait d'inviter vos contacts email dans Facebook. Et c'est comme ça qu'il faisait. Il vous demandait de rentrer votre email et votre mot de passe Gmail. Il allait chercher à la main dedans la liste des contacts pour leur envoyer des mails ou les retrouver. Il s'avère que d'un point de vue sécu, c'est pas top. Et donc depuis, avec OAuth2, à la place d'avoir tapé son mot de passe et son email dans Facebook, ce qu'on peut avoir, c'est ce genre de messages-là, de pages-là. Ici, on voit qu'on n'est pas sur Facebook, on est sur Google. Et Google nous demande d'autoriser Facebook à voir et à avoir accès à nos contacts. Donc, bon à savoir, en OAuth2, on en reparlera plus tard, cet accès aux contacts, OAuth2 appelle ça un scope. Et donc, à travers ça, sans jamais avoir à donner notre mot de passe, juste en cliquant oui quand on arrive sur la page Google, on peut déléguer notre droit à Facebook. Donc OAuth2, ça a existé un peu. Les gens ont vu ça, ils se sont dit on peut déléguer des trucs, c'est cool. Si je m'en servais pour déléguer de l'identité. Il s'avère que déléguer de l'identité, les gens sur le web, ils ne pouvaient pas facilement le faire parce que SAML, c'est quand même assez spécifique, assez complexe. On est sur un protocole XML. Et ils se sont dit, on va faire ça. Et donc, on a OpenID Connect qui arrive. OpenID Connect, donc, on va voir ça vite fait. C'est l'OAuth2 en base de protocole. Et par-dessus, OAuth2, c'est un protocole qui est facilement extensible. On est venu rajouter des scopes nouvelles et spécifiques, qui vont être les scopes profil, où là, on a toutes les informations d'identité. Donc, ça va être le nom, le prénom, l'email, les pseudos. Et on va avoir un autre scope, qui est le scope OpenID, qui, lui, est plus spécifique. Il est sur l'authentification pure. Donc, on a séparé la partie identité d'authentification. Et OpenID, ça permettra d'avoir un JWT qui identifie la personne. On va voir que le protocole est assez proche en première partie de ce qui est fait en SAML, puisque c'est aussi un protocole pure browser. On accède au service provider. On a une requête qui repasse de l'user vers l'identity provider. Donc dans cette requête, le service provider va demander les scopes OpenID et profil. Une fois qu'on arrive sur l'identity provider, on se retrouve sur la page de connexion Google, par exemple, où on va s'identifier.
Ensuite, l'identity provider, toujours en redirection, va renvoyer une information au service provider, mais cette fois-ci, la grande différence, c'est que l'information, ce n'est pas l'identité. Ici, l'information, c'est juste ce qu'on appelle un code d'autorisation qui va permettre, juste après, au service provider de contacter directement l'identity provider pour récupérer un token d'accès qui, lui, contiendra les informations de profil et le token d'identité qui, lui, contient la preuve d'authentification. Alors, la raison pour laquelle ça se fait comme ça, c'est on revient sur la question du trust. Ici, à ce moment-là, le service provider va s'authentifier avec un mot de passe auprès de l'identity provider et la connexion est en HTTPS et donc on se base sur le TLS pour l'authentification de l'identity provider auprès du SP, du service provider. Hop. Et enfin, dernière étape, on a la ressource, la personne qui est loguée, on peut continuer à filer la ressource. Si on en vient à la fédération, c'est super cool, mais il y a des limites. La fédération, ça ne permet pas de gérer les questions de cycle de vie. Le cycle de vie, c'est parfois quand on crée un compte sur un service, il faut créer des ressources qui sont associées. Ça peut être un service sur lequel il va falloir créer une VM ou alors créer un email. La fédération, ça permet de se loguer, mais ça ne va pas permettre en amont de créer ces choses-là. Et donc pour ça, on a un autre protocole, ou même à la fin de les détruire en fait, quand un utilisateur quitte l'entreprise. Et donc pour ça, on a un autre protocole qui existe, qui va être le SCIM, qui va permettre de gérer le cycle de vie de ces utilisateurs-là. Et enfin, l'autre chose, c'est que pour l'instant, on a parlé d'authentification, mais pas du tout d'autorisation. On a OAuth 2 qui fait de la délégation d'autorisation, mais juste qui permet au service provider d'accéder à des ressources de l'identity provider, mais pas de faire l'inverse ou pas de limiter les droits de la personne en dessous. Pour ça, il n'y a pas de solution standardisée qui existe. Et c'est bien dommage. Step, je laisse... Vous pouvez retrouver nos références ici quand on récupère nos slides. Je ne sais pas encore ni quand ni comment, mais voilà. Donc pas mal de docs sur Sable EIDC, évidemment. Et nos contacts ici. Donc j'en profite pour vous remercier pour votre écoute. Pardon ? Oui. Je vous laisse prendre la photo. Voilà. Et là, on a nos contacts ici. Donc je vous remercie à tous pour votre écoute, vraiment. Et si je devais finir cette conférence sur un mot à retenir, vraiment la notion la plus importante à retenir de cette conférence, c'est nos chats, Kimi et Nixie. Merci à vous. Oui, on a 10 minutes pour les questions là. On va inverser les micros, ce sera plus simple. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci pour ces informations. Dans le cadre, par exemple, d'une application qu'on développerait, mais qu'on aimerait ne pas passer par l'écran d'inscription de connexion qu'un identity provider propose, et qu'on aimerait directement communiquer avec leurs API, est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous avez des références ? Est-ce que... Alors, globalement, ces protocoles-là, c'est purement des protocoles qui passent par le browser. Il y a des choses qui sont possibles en OIDC, en OAuth, non, pas en OIDC, en OAuth. Mais donc, on n'a pas vraiment une authentification qui est faite, mais ça permet quand même d'avoir une délégation. Donc, on peut récupérer des informations sur la personne, mais on n'a pas la preuve qui s'est loguée. Et donc, si ça vous intéresse, ça s'appelle le flow en OIDC qu'on a présenté, OIDC OAuth, qu'on a présenté, ça s'appelle l'Authorization Code. Et il y a le Client Credentials qui existe. Si vous cherchez en OAuth 2, c'est très bien documenté. Merci beaucoup pour la conférence. Ça m'a fait un peu penser les problèmes que vous avez soulevés au début et auxquels l'IAM essaie de répondre au protocole FIDO2 là, qui apparaît avec les passkeys. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, on va avoir autant besoin de ce type de système et est-ce qu'on va continuer à nous inviter à nous connecter à travers
des service providers, etc. Protocole FIDO 2. Les cookies, etc. Alors, un des avantages qu'on a là, c'est justement que il y a juste, le FIDO 2, je n'ai pas trop regardé, je ne sais pas à quel point c'est complexe à implémenter. L'avantage qu'on a là, c'est qu'il suffit que le provider d'identité est implémenté. Et en fait, on récupère la connexion en FIDO 2, en fait toute la 2FA avec ça. Donc en fait, c'est une simplification selon l'importance qu'on met dans son application. Ça peut valoir le coup finalement de juste déléguer pour que les personnes utilisent la sécurité qu'ils veulent en fait. Inversement, il y a non, je vais me reprendre un peu. Je sais même qu'il y a des extensions des protocoles, comme j'ai dit, c'était assez extensible, qui permettent de redescendre les informations de combien de facteurs a utilisé la personne pour se connecter, si jamais c'est pour une question vraiment de sécurité de l'application. Je pense que c'est vraiment suffisamment bien intégré maintenant pour que ces protocoles, en tout cas l'OIDC, disparaissent pas, même avec FIDO 2. Voilà. Et du coup, par rapport aux identity providers, qu'est-ce que OVH utilise et qu'est-ce que vous recommanderiez d'utiliser, celui d'OVH? Oui, non, un autre? Est-ce que vous avez... Alors, sur l'identity provider d'OVH, on en a plusieurs techniquement. On a un Active Directory en interne pour nos employés et on a quelque chose de custom qui est utilisé pour les clients. J'ai pas de choses particulières à conseiller comme Identity Provider pour des personnes. Je pense que c'est très spécifique selon les usages qui sont faits. Il y a plusieurs choses dont j'ai entendu parler du bien mais que je n'ai pas touché, donc je peux vous dire que je crois que Keycloak est très bien vu, qui a juste des problèmes en cas de scaling. Et c'est la raison pour laquelle nous on l'utilise pas, notamment. Malheureusement, j'ai pas plus d'infos à vous donner. Dans le cas où, par exemple, on aurait une identité, ce que vous avez parlé de cycle de vie des utilisateurs qui n'étaient pas gérés par le SSO. Dans le cas où on aurait une identité corrompue, un vol d'identité ou vol d'identifiant, du coup, il y a des solutions pour le détecter et puis pour bloquer les accès à toutes les applications dont il aurait accès potentiellement. Mais en fait, oui. Il suffit, en fait, une fois que ça s'est fait, de le supprimer au niveau de l'identity provider. C'est à cet endroit que la personne va se loguer. Et s'il ne peut plus se loguer là, il ne va plus pouvoir se loguer ailleurs. Il y a d'autres... pareil, je vais parler d'extension au protocole. Il y a des possibilités de faire du single logout pour forcer un logout sur les applications en dessous. C'est pas particulièrement bien supporté. Voilà. Mais si c'est... Ouais, comme dit la personne derrière vous, c'est pas supporté du tout. Mais si c'était pour votre application quelque chose d'extrêmement important, c'est toujours quelque chose de possible à mettre en place. Mais il faut retenir que les identités sont vraiment centralisées au sein de l'identity provider en fait. Donc oui, si on supprime une identité, elle ne redescendra plus. Merci encore. Merci à vous.